En Somalie, au moins 4 personnes ont été tuées ce dimanche dans un attentat à la voiture piégée dans la capitale. L'attaque est survenue dans l'une des principales rues qui mène au cœur du quartier gouvernemental. Le juge antiterroriste français Marc Trévidic, qui enquête sur l'assassinat des moines de Tibéirine en 1996 en Algérie, est arrivé ce dimanche à Alger pour une mission entourée d'une discrétion absolue. Réunie au Caire en Égypte ce dimanche, la communauté internationale a promis 5,4 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de la bande de Gaza. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Nous ouvrons ce journal par les nouvelles en provenance du Cameroun. 27 otages, dont 10 Chinois, ont été libérés dans la nuit du vendredi à samedi au Cameroun après avoir été enlevés dans l'extrême nord du pays par le groupe islamiste armé Boko Haram. Les otages, dont la libération avait été annoncée par le président camerounais en personne, Paul Biya, sont arrivés ce samedi à Yaoundé à bord d'un avion militaire après avoir été remis dans la nuit aux autorités. Une information que nous confirme ici le ministre camerounais de la communication. Il est également le porte-parole du gouvernement, Issa Tiroma. C'était au cours d'une interview accordée à nos confrères de l'AFP. Suivons ensemble. Disons que nous avons été très agréablement surpris parce que dans le cadre des prises d'otages, comme vous savez, moins on en parle, mieux ça vaut. Pendant que nous étions traversés par l'inquiétude et de peur, le chef de l'État avait entrepris un travail de fourmi, un travail en sourdine, ce qui a permis aujourd'hui à la libération de ces otages. Puisque je les ai vus, la confirmation c'est oui, ils ont été libérés. Nous avons vu d'ailleurs les 27 personnes qui étaient retenues otages, c'est-à-dire les 10 Chinois plus 17 autres personnes divisées en ceux qui ont été pris en otage au domicile du vice-premier ministre Amadou Ali et les autres pris au domicile du Lamido de Kolofata. Tous ont été libérés, je le confirme. Au moins 4 personnes ont été tuées ce dimanche soir dans un attentat à la voiture piégée dans la capitale somalienne, Mogadiscio. L'attaque est survenue devant un café dans la rue de Maka al-Morama, l'une des principales de la capitale somalienne qui mène au cœur du quartier gouvernemental. Selon des témoins, l'explosion a retenti jusque dans les rues alentours. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais les insurgés islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont multiplié des attentats et actions de guérilla à Mogadiscio et ailleurs dans le pays depuis qu'ils ont été chassés des principales villes du pays par les forces de l'Union africaine qui interviennent en soutien aux fragiles autorités somaliennes. Et puis au Nigeria, 6 mois après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes dans le nord du pays par le groupe islamiste Boko Haram, aucune information n'est toujours disponible sur leur lieu de détention. Pour maintenir actifs les efforts de mobilisation internationale, l'association dénommée Ramène-nous nos filles a organisé ce samedi une commémoration dans l'espoir de retrouver les victimes. Reportage. Des membres du mouvement Ramenez-nous nos filles au Nigeria ont allumé des bougies samedi pour marquer les 6 mois d'enlèvement de plus de 200 élèves par Boko Haram le 14 avril 2014. Plus de 20 dizaines d'apprenantes venaient d'être kidnappées dans le nord-est du pays. C'était un lundi, l'un des jours les plus sombres au Nigeria. Le groupe islamiste armé Boko Haram a revendiqué dans une vidéo leur enlèvement, promettant de les traiter en esclaves, de les vendre et de les marier de force. « J'ai enlevé vos filles !» déclarait le chef du groupe extrémiste Aboubakar Sheko. Il évoquait les 276 lycéennes enlevées le 14 avril dans leur établissement scolaire à Chibok, dans l'état de Borno, dont 223 sont toujours en captivité, 53 ayant réussi à fuir selon la police. « J'ai enlevé vos filles, je vais les vendre sur le marché au nom de Allah », se vantait de clamer Aboubakar Sheko. Pendant ce temps, des informations circulaient sur le possible transfert des adolescentes au Tchad et au Cameroun voisin, où elles auraient été vendues pour $12 chacune. Pour ce groupe, l'éducation occidentale devait cesser, les filles devaient quitter l'école et se marier, d'autres devaient être gardées comme esclaves.
L'abjet fait place à l'horreur. Le sort des jeunes filles et l'incapacité des autorités nigérianes à leur venir en aide ont suscité une très vive émotion dans le pays et à l'étranger. Un groupe baptisé Bring Back Our Girls, Ramener nos filles, a organisé une série de manifestations dans tout le pays pour demander au gouvernement et à l'armée de faire plus d'efforts pour libérer les adolescentes. Mais depuis, plus rien. Le juge antiterroriste français Marc Trévidic, qui enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine en 1996 en Algérie, est arrivé ce dimanche à Alger pour une mission entourée d'une discrétion absolue. Aucune information de source officielle algérienne ou de source diplomatique française n'a été rendue disponible sur le sujet. Marc Trévidic et sa collègue Nathalie Pou avaient demandé à se rendre en Algérie il y a près de 3 ans dans une commission rogatoire internationale. Ce voyage avait fait l'objet de longues tractations entre Paris et Alger, où une enquête est également en cours, accompagnée d'un représentant de la section antiterroriste du parquet de Paris et d'experts français. Les deux juges devraient donc notamment participer à des expertises des têtes des religieux français enterrés dans les jardins de leurs anciens monastères isolés de Tibérine, près donc de Médéa, à 80 km au sud d'Alger. Cette mission, qui devrait donc durer une semaine environ, intervient dans un contexte sécuritaire tendu, 3 semaines après l'enlèvement suivi de la décapitation du guide de haute montagne Hervé Gourdel à l'est d'Alger. Un autre élément à présent dans ce journal, le chef de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, a été investi ce samedi par ses militants, les militants de son parti pour la présidentielle de 2015. C'était à l'issue d'un congrès de son parti ANC. Reportage. Jean-Pierre Fabre est officiellement candidat à la prochaine élection présidentielle au Togo. Il l'a déclaré devant plusieurs centaines de militants et sympathisants de son parti ce samedi à Lomé. À 62 ans, il devient le deuxième candidat de l'opposition à s'aligner dans le starting block. Début août, l'homme d'affaires Alberto Olympio, neveu de l'ex-opposant farouche Gilles-Christ Olympio, avait déjà été investi par sa formation politique, le Parti des Togolais. Les multiples tractations entamées depuis mi-août par le collectif Sauvons le Togo et la coalition Arc-en-Ciel, les deux grands regroupements de l'opposition, pour désigner un candidat unique à la présidentielle, n'ont rien donné pour le moment. Au cours de la cérémonie qui a officialisé sa candidature, Jean-Pierre Fabre a appelé ses militants à poursuivre le combat sans répit pour obtenir les réformes politiques en vue d'une élection transparente et crédible. En effet, un projet de loi prévoyant des réformes constitutionnelles réclamées de longue date par l'opposition, dont l'élection du président au suffrage universel à 2 tours pour 2 mandats de 5 ans au maximum, a été rejeté le 30 juin dernier par les députés de l'Union pour la République, parti au pouvoir, majorité à l'Assemblée nationale, avec 62 sièges sur 91. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers jours, dont celle des églises et de l'Union européenne, pour demander la mise en place des réformes politiques avant le scrutin présidentiel. Le président togolais Faure Gnassingbé, pour sa part, n'a pas encore annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, mais il est probable qu'il cherche à briguer un 3e mandat, d'autant que l'actuelle constitution l'y autorise. Porté au pouvoir par l'armée à la mort de son père, le général Gnassingbé Eyadema, qui a gouverné le pays d'une main de fer pendant 38 ans, Faure Gnassingbé a remporté en 2005 et en 2010 des scrutins présidentiels dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Des affrontements ont opposé ce dimanche dans le sud de Bangui, en Centrafrique, des miliciens anti-Balaka et des soldats centrafricains. Selon certaines sources, des tirs nourris ont été entendus dans la matinée dans les quartiers du 6e arrondissement au sud de Bangui ainsi qu'à la sortie sud de la ville, provoquant une bousculade et une débandade des habitants vers les autres quartiers environnants et les paroisses proches de la capitale. Après la rencontre initiée par la présidente de la transition, Mme Catherine Samba Panza, qui avait reçu ce samedi des responsables des anti-Balaka. Ces derniers ont lancé un appel à la trêve et ont demandé à leurs hommes de démanteler les barricades encore en place dans plusieurs quartiers de Bangui. Ces barricades érigées à la suite des affrontements entre les anti-Balaka et les troupes étrangères déployées à Bangui et qui avaient fait au moins 10 morts, dont un casque bleu pakistanais.
La nouvelle du virus Ebola à présent, le Texas a annoncé ce dimanche avoir détecté un deuxième cas de contamination au virus Ebola hors du continent africain chez un soignant qui s'était occupé du Libérien décédé mercredi dernier à Dallas. Une situation qui illustre la progression de l'épidémie partie de Guinée en Afrique du Sud, en Afrique du moins, c'est qui a déjà fait 4000 morts depuis le mois de décembre. Les autorités américaines ont attribué cette contamination à une faille dans le protocole de protection suivi par cette soignante de l'hôpital texan où le Libérien est décédé la semaine dernière. Cette nouvelle vient renforcer les mesures de contrôle désormais mises en place au niveau de l'aéroport international JFK de New York pour les passagers en provenance des 3 pays de l'Afrique de l'Ouest affectés par l'épidémie. Reportage. Les passagers en provenance du Libéria, de la Sierra Leone et de Guinée sont dirigés et examinés dans une zone ad hoc de l'aéroport JFK. Les personnes repérées en cas de détection de fièvre, d'autres symptômes ou encore d'exposition à Ebola seront orientées vers les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies, CDD, pour un examen clinique. J'annonce que les autorités frontalières vont commencer à mettre en place un processus de contrôle renforcé des passagers qui entrent aux États-Unis ici à l'aéroport de JFK. J'annonce que les autorités frontalières vont commencer à mettre en place un processus de contrôle renforcé des passagers qui entrent aux États-Unis ici à l'aéroport de JFK depuis la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Nous utilisons une approche avec plusieurs facettes. Il y a plusieurs points de contrôle pour identifier un individu malade et pour assurer qu'il n'y a pas de maillon faible. Les autorités du Customs Border Protection veulent avant tout assurer que les passagers avec des maladies contagieuses comme Ebola sont identifiés, isolés et rapidement envoyés vers un hôpital. Sur cette politique, l'avis des passagers est varié. C'est très sérieux. Tout ce qu'ils font, c'est prendre la température des gens. Si je comprends bien, il y a une période d'incubation sans aucun symptôme. Donc pour moi, ça a plus l'air d'une opération de communication que de vraies mesures de santé. C'est sûr que c'est inquiétant. Je suis heureux de voir qu'ils prennent des mesures préventives. Ils prennent des précautions comme le contrôle de la température des passagers. Au moins, ils font quelque chose. Mercredi déjà, la Maison-Blanche avait annoncé un renforcement des contrôles pour ses passagers arrivant dans 5 aéroports américains, JFK, Newark, Dulles et les aéroports internationaux d'Atlanta et de Chicago. Ce sont des aéroports qui accueillent plus de 94% des voyageurs arrivant aux États-Unis en provenance des 3 pays les plus touchés par l'épidémie d'Ebola en Afrique. Avant de boucler cette édition, une information en interactualité réunie au Caire, en Égypte, ce dimanche. La communauté internationale a promis 5,4 milliards de dollars d'aide pour la reconstruction de la bande de Gaza, dévastée par 50 jours de guerre cet été. Mais en retour, elle exige des Israéliens et des Palestiniens une reprise sérieuse des négociations de paix. Le Qatar a promis de très loin la plus grosse contribution lors de la conférence internationale pour la reconstruction de Gaza avec 1 milliard de dollars. Washington a pour sa part annoncé une aide immédiate de 212 millions sur un total de 400 millions de dollars en un an. Et l'Union européenne, une somme de 450 millions d'euros. Précisons qu'en marge de ces promesses, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a promis se rendre le mardi prochain dans la bande de Gaza. L'annonce a été faite ce dimanche lors de cette conférence internationale pour la reconstruction de Gaza. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Vous étiez donc sur Sika. Le proverbe du jour pour partir, le proverbe nous vient donc du Mali. C'est un proverbe mandingue qui dit: ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chien au village que le chasseur va mettre des grelots au chat pour le remplacer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de chien au village que le chasseur va mettre des grelots au chat pour le remplacer. Merci une fois encore de nous avoir suivis. C'était le journal sur Sika. L'information est en continu sur notre site internet www.sikatv.info.